Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Shafik. Je vais vous présenter un peu le sujet sur l'IOC qui était censé être le troisième, mais qui donc est le deuxième. Petit mot rapide sur moi. C'est mon premier talk au Paris TypeScript. Donc, comme disait Sylvain, n'hésitez pas à postuler, à faire une issue pour proposer un talk. Ça se fait rapidement, ça se fait facilement. Et du coup, même quand on est débutant comme moi, on peut présenter devant tout le monde. Mon Twitter, mon GitHub, mon LinkedIn. Ne me suivez pas sur Twitter, ça me sert qu'à râler. Donc, j'ai bossé dans pas mal de boîtes. Et là, actuellement, je suis freelance. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on va parler d'IOC et de DI. Donc, IOC pour Inversion of Control et DI pour Dependency Injection. Donc, souvent, c'est des notions qui arrivent ensemble, mais il ne faut pas les confondre. Donc, l'IOC, c'est en quelque sorte la théorie. C'est le design pattern, c'est ce qui se passe derrière. Et la DI, c'est une des techniques qui permet d'implémenter l'IOC. Mais en gros, sans rentrer dans la théorie, l'IOC, c'est de faire en sorte que ce n'est pas votre application qui définit la façon dont elle est articulée, et c'est le framework au-dessus. Donc, par framework, ça peut inclure pas mal de choses. Si on prend par exemple Spring, ça vient par défaut. C'est lui qui offre, vous définissez un fichier XML avec toutes les configurations, et c'est lui qui va orchestrer un petit peu toutes vos classes, tous vos builds, etc. En TypeScript et JS, on a un petit peu moins tous ces écosystèmes, mais ça fonctionne de la même façon. Donc, en gros, si on devait le résumer, c'est pour chaque composant, il va déclarer ce dont il a besoin, et le container, enfin quelque chose, va lui fournir au runtime, mais ce n'est pas lui qui va déclarer lui-même ce dont il a besoin. Donc, si on prend un exemple ici, j'ai récupéré cette image depuis ce lien. Je ne sais pas si vous connaissez Martin Fowler, mais c'est quelqu'un qui est très connu, c'est une célébrité dans l'industrie. Donc, en gros, si dans notre application, on a un composant qui s'appelle Movie Lister, donc comme son nom l'indique, qui permet de récupérer une liste de films, il ne va pas lui-même déclarer sa dépendance, admettons, à la base de données. Il ne va pas faire lui-même son select, etc. En fait, il va avoir une dépendance qui sera une interface, le Movie Finder, et lui, c'est ce dont il a besoin. Le Movie Finder, il va avoir un get qui va lui retourner une liste de films. Et ensuite, on a ce qui s'appelle l'assembleur, donc c'est une notion un petit peu théorique, mais c'est, on verra un peu par la suite, c'est lui qui va fournir l'implémentation du Movie Finder, donc ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un Movie Finder qui accède à une base relationnelle, à un MongoDB, codé en dur, à un fichier, ça peut venir de n'importe quoi, mais le Movie Lister, lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est une méthode get qui lui donne la liste des films. C'est tout. Donc voilà ce qui se passe un petit peu derrière la dependency injection. Donc l'assembleur, c'est quelque chose d'un peu théorique, mais nous en TypeScript, Sylvain en a parlé tout à l'heure, on a par exemple Inversify.js qui définit en fait une sorte de container, et c'est lui en fait, c'est via lui qu'on va déclarer chacune des interfaces et chacune des implémentations qu'on veut lui donner. Donc typiquement, on aura une liste d'interfaces. Donc quand quelqu'un injecte Movie Finder, alors tu lui donnes MySQL, DBFinder, etc. Donc ça se fait une fois dans votre application, et vous mettez ce fichier dans tous vos autres fichiers, et ça permet d'instrumentaliser l'injection de dépendance. Donc, comme j'ai dit, on va illustrer un petit peu tout ça par un exemple. Donc, j'ai pris un use case assez simple. Donc, c'est un password manager. Donc, ça, juste entre parenthèses, donc le use case va être décrit en utilisant le C4 model. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, c'est un petit peu une norme pour ceux qui n'aiment pas trop l'UML, qui permet de décrire des systèmes suivant 4 couches. Donc, le premier, par exemple, c'est le contexte. Donc, c'est quelque chose de assez haut niveau qui va définir les acteurs du système et le système en lui-même, ce qu'il fait. Donc, nous, un password manager, donc ça peut être OnePassword, Dashlane, peu importe, ce genre de choses. Si on rentre un petit peu plus en détail, donc dans le C4 modèle, à chaque fois qu'on va rentrer en détail, on va zoomer sur un des composants. Donc là, on va zoomer sur le composant password manager. Donc, disons qu'au début, un de nos conteneurs, donc à ne pas confondre avec les containers Docker, ça n'a rien à voir, on a un CLI. Disons que c'est un password manager pour les geeks, et ils peuvent manager leur password que via CLI. Et si on zoome encore plus dans le CLI, donc le troisième niveau, on a ce qu'on appelle des composants, et c'est là qu'en fait, on va accomplir un petit peu toute notre logique métier. Donc, notre password manager, il permet d'encrypter, de chiffrer, le master password, la clé, de s'authentifier, de dire je me connecte à mon Vault, et de gérer des credentials. Donc, mon mot de passe pour Facebook, c'est ça, mon mot de passe pour etc. Et là, en fait, pour le use case, on ne va pas tous les faire, ce serait trop long, on va juste se focuser sur celui-là. Le encryption key creator.
Donc, par exemple, si on utilise notre CLI, ça nous demande de rentrer le master password. Et il y a quelques règles métiers qui ont été définies. Donc, il ne doit pas être dans une des listes qu'on a blacklistées. Il ne doit pas être trop court. Et s'il est valide, alors on génère un hash de ce master password. Alors, est-ce que je peux... Donc, juste si on veut le voir en live, donc, hop, c'est un peu petit là, non? Voilà, si on veut le voir en live, donc par exemple, si je rentre photo, il va me dire que c'est trop court. Si je rentre password, il va me dire que c'est pas bon. Et si je rentre quelque chose de long, n'importe quoi, c'est bon. Donc voilà, notre système actuellement, c'est ça. C'est un CLI qui permet de gérer ces passwords. Donc, si on revient là, donc tout va bien, on est tranquille, on a développé, c'est déployé. Et là, on a le PO qui va venir nous voir sur le floor, qui va dire on veut un nouveau truc, on va développer une application mobile qui fait exactement la même chose. Et là, on se dit, ouais, mais du coup, il faut tout refaire. Tous les composants qu'on a vus précédemment, c'est les mêmes sur l'application mobile, en fait. Gérer un password et tout, les règles métiers, c'est les mêmes. Et du coup, là, on va se dire, bah, comment on fait pour pouvoir utiliser ce qu'on a déjà fait sans dupliquer le code sur le CLI et sur l'application mobile. Donc, on va passer au code. Et qu'on a notre fameuse classe comme ça. À votre avis, est-ce qu'on peut la réutiliser comme ça en React Native? Qui pense que oui? Qui pense que non? Donc, effectivement, ça ne marchera pas. Et on va même tester en live pourquoi ça ne marchera pas. Hop. Évidemment. Il nous dit que crypto, ça n'existe pas en React Native. Donc, React Native, on a l'impression que ça ressemble un peu à du Node, mais ce n'est pas du Node. Il n'y a pas tout ce qui vient avec Node. Donc, on n'a pas de crypto disponible en React Native. Donc, comment on peut faire? Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut développer notre propre implémentation du Crypto Manager, parce qu'on le voit ici, qu'en fait, les dépendances de l'Encryption Key Creator, en fait, elles se situent ici. Crypto ici et crypto ici. Et en fait, c'est à ces seuls endroits-là qu'on a une surface de contact avec l'API Node.js. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on sorte de notre implémentation. Donc, si on change ça, donc là, juste, je vais devoir recompiler, mais normalement, ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Parce qu'évidemment, alors en JS, il y a des petites choses qui ont été faites pour développer l'API crypto, pour faire semblant, mais ce n'est pas jamais très fonctionnel, ça peut planter n'importe où. Donc, ce que j'ai décidé, c'est de développer un native module en React Native qui fait la même chose que l'API crypto de Node. Donc là, c'est pour ça que ça fait un nouveau pod, donc je suis obligé de l'installer. Là, ça va installer. Si je redémarre, pendant que ça compile, on peut regarder à quoi ça ressemble. Donc, il est là. Donc, pour tout le monde, un peu au fait de comment fonctionne React Native. Bon, donc en gros, ici, avec React Native, on développe en JavaScript, TypeScript, mais on peut venir se connecter au côté natif, donc iOS ou Android, en Objective-C Swift ou en Java Kotlin. Donc là, actuellement, j'ai fait juste une implémentation Objective-C pour iOS, mais il faudrait faire la même chose pour Kotlin. Donc, si on doit comparer les deux, là, vous voyez, mon interface Crypto Manager définit les méthodes que je dois implémenter, qui ne sont pas disponibles dans les deux runtime. Et là, je l'implémente en utilisant le native module que j'ai développé ici. Donc, fermez vos yeux, ça va faire de l'Objective-C, ça pique un peu les yeux. Mais en gros, la logique est la même. Quand on voit la classe, on comprend ce qui se passe. Là, j'ai une méthode PDGADF2, et ici, j'en ai une autre qui retourne un UID. C'est juste qu'en fait, j'utilise l'API disponible sur iOS en natif pour venir bridger avec le côté TypeScript et avoir
la chose disponible. Donc là, merde, c'est encore en train de compiler. Et à l'inverse, si on regarde l'implémentation que j'ai fait pour le CLI, c'est du classique, c'est du Node.js. J'utilise toujours ça, mais cette fois, je l'ai extrait de l'encryption key creator et j'ai juste mes calls à Crypto Manager dans cette classe. Et comment c'est instancié? Ici, vous voyez, mon encryption key creator, maintenant, il prend une dépendance. Il veut le Crypto Manager qui lui va bien. Ça, c'est pour le CLI. Et ça, c'est pour l'application mobile. Donc voilà, chacun prend l'implémentation dont il a besoin. Toujours pas fini. Bon. Ça. Bon, c'est pas grave, on va passer à la suite. Donc, promis, ça marche. On va juste passer à la suite le temps que ça compile. Donc là, dans ce que je vous ai montré, on voit bien qu'il y a en quelque sorte un problème, parce que ce n'est pas la promesse que j'ai dite tout à l'heure. Je viens instancier mes classes avec un new ici, dans le app et dans le CLI. Et c'est ici, en fait, que va intervenir Inversify, dont a parlé Sylvain, c'est qu'il va nous permettre, en fait, de s'abstraire de cette chose-là. Et ça fait que mon composant CLI et mon composant React Native n'ont pas besoin de déclarer l'implémentation qu'il leur faut. Ils vont juste se dire, donne-moi juste un crypto manager, peu importe lequel. Tant qu'il marche chez moi, ça me suffit. Du coup, je vais retourner. Oh! Allez. OK. Donc là, si je tape plutôt, ça me dit que c'est trop court. Et c'est le même code. Hein. Si je tape Azerty, ça me dit que c'est pas secure. Et si je tape n'importe quoi, ça me dit que c'est bon. Mais c'est le même encryption key creator qui est exécuté sur les deux. Et donc, pour finir, pour voir comment c'est fait avec Inversify, donc la seule chose qui a changé, c'est ici, c'est qu'au lieu d'instancier moi-même la classe, l'implémentation, je vais demander au container Inversify de l'instancier pour moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe un peu plus haut? Ici, je déclare un container. Donc, typiquement, chacun de vos applicatifs va déclarer son propre container. Là, dans mon CLI, je dis le crypto manager, tu le binds à un autre crypto manager. Et pour l'application mobile, c'est la même chose. J'ai mon container. Et sauf que là, je lui dis, tu le binds à un RN crypto manager. Et comme ça, en fait, ça permet que nos composants, ils instancient pas eux-mêmes leur classe. D'où l'injection de dépendance. Donc, voilà pour la démo. Donc, si on retourne ici. Là. Donc, quels sont les avantages de cette solution? Donc, ça permet d'écrire du code modulaire. Parce que, par exemple, si on doit changer l'implémentation, donc, OK, on nous dit souvent, oui, on ne change pas tous les 4 matins de base de données, par exemple, ou ce genre de choses. Mais pour certains composants assez réutilisables, bah, ça permet de faire des choses assez rapidement. Le code est réutilisable, donc il y a moins de surface de connexion entre les codes. Mon crypto manager, par exemple, je peux le prendre et le mettre dans un autre projet. Ça marchera sans problème. C'est facile à tester. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé les mocks avec Jest, par exemple. C'est une tannée, on a du mal à faire fonctionner et tout. Là, en fait, avec l'injection de dépendance, on va juste définir notre container de test qui ne sera pas connecté à une DB, ce sera tout codé en dur. Et en fait, les tests, ils vont utiliser cette implémentation. Et pas, il n'y a pas besoin de venir se brancher, de changer des mocks, quoi que ce soit. Et pour finir, meilleure séparation des responsabilités de chacun. Alors par contre, ça vient quand même avec certains problèmes dont il faut être conscient. Ça ajoute pas mal de boilerplate. Là, mes deux containers étaient assez simples. Il n'y a qu'une classe qui est bindée. Mais sur un vrai projet, ce fichier fait une certaine taille quand même. Il faut s'y retrouver souvent. Donc ça peut devenir assez difficile à maintenir. Parfois, c'est un peu difficile de trouver le bon niveau d'abstraction. Une fois qu'on commence à faire ça, on commence à mettre des interfaces et des classes partout. Des fois, ce n'est pas nécessaire. En fait, il faut juste abstraire ce qui est relatif à tel ou tel runtime. Là, par exemple, crypto, ce n'est pas le même sur les deux. Du coup, j'ai été obligé de l'extraire. Mais attention, il ne faut pas non plus tout extraire, sinon ça devient invisible. Les décorateurs, donc comme a dit Sylvain, si on retourne dans le code,
C'est pas ici. Ici, vous voyez mon @inject, en fait, mon encryption key creator, on dit qu'il peut être injecté et qu'en fait, il prend en dépendance le crypto manager. À cause de React Native et de Babel, je n'ai pas pu le mettre dans le constructeur. Et j'étais obligé de le mettre en attribut de la classe. Donc, ça peut, si jamais vous avez Jane Codebase avec de l'injection en constructeur, voilà, il faut faire attention parce qu'il y a des limitations, comme a dit Sylvain, il en a parlé mieux que moi. Attention à l'over-engineering, toujours. Voilà, ça rejoint un petit peu le premier point. Et aussi, attention au sujet transverse, parce que souvent, en fait, on va abstraire des choses. Donc, par exemple, vous allez avoir le Movie Finder de tout à l'heure. Vous allez en avoir un, ou Movie Creator plutôt, qui permet de créer un film. Vous allez en avoir une implémentation pour une DB MySQL, par exemple. Et si dans votre service qui utilise cette implémentation, vous faites plusieurs insertions en base de données, normalement, ça, il faut le mettre dans une transaction. Comme ça, si on a une petite plante, on rollback. Sauf que la transaction, c'est quelque chose qui est lié à l'implémentation. Si vous avez quelque chose qui est codé en dur, il n'y a pas de transaction. Enfin, voilà. Donc, en fait, il faut faire attention à ne pas venir mettre dans le code commun des choses qui sont liées à une implémentation une seule. Et donc, ça, par exemple, il y a des patterns qui existent, notamment ce qui s'appelle le unit of work. Donc, c'est une abstraction un petit peu de la transaction qui permet de définir un bloc qui va s'exécuter de façon atomique, on va dire. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à tous. Questions? Non. Oui. C'est-à-dire Ok. Alors, je dois répéter la question? Oui. Donc, la question, c'est pourquoi, en fait, on n'instancie pas simplement avec un new dans mon component l'implémentation. Alors, la première réponse, c'est que, en fait, si, admettons, ce crypto manager, tu l'utilises à plein endroit, tu vas venir faire un new machin à chaque fois. Là, en fait, c'est Inversify qui va te créer la classe lui-même. Et là, c'est très simple. Ton crypto manager, il prend un truc. Mais souvent, tu vas avoir des classes qui en prennent 5 ou 6. Et même ces classes-là sur lesquelles tu vas faire new, elles vont en prendre 5 ou 6. Et en fait, tu te retrouves avec un bloc pour déclarer des choses, alors que le container peut le faire à ta place. Alors, c'est une bonne question. Alors, par défaut, non. Il crée une classe à chaque fois. Par contre, tu peux définir ce qu'on appelle le scope. Tu as le insigniton scope qui te dit, par exemple, bah là, tu es obligé tu me le donnes en singleton. Typiquement, une connexion à une base de données. Si tu as des limites, bah, tu ne vas pas en créer. Donc, tu en as une qui a un pool de connexion et tu le gères comme ça. Ouais. Alors, pardon, je n'ai pas répété cette question-là, mais du coup, cette question, c'est est-ce que Inversify, ça s'utilise que côté serveur ou ça peut s'utiliser côté front? Alors, la réponse, c'est partout. Tu peux l'utiliser partout. Browser, là, par exemple, React Native l'utilise aussi. Donc, vraiment partout. Tu peux l'utiliser dans n'importe quel environnement. Alors, c'est là que c'est un peu compliqué parce que, par exemple, si tu utilises des function components et pas des classes components, tu ne peux pas utiliser les annotations. Donc là, c'est pour ça que j'utilisais container.resolve. Donc, tu ne peux pas utiliser le @inject, etc. Donc, tu as un petit peu certaines limitations. Ouais, pour l'instant. Merci à tous.